On a le SMIC, c'était à 50 000, c'est passé à 70 000. Madame, qu'est-ce que vous allez faire avec ce 70 000 de francs CFA? Vous êtes incapable de nourrir même un seul enfant. Donc il faut la création des richesses, il faut la transformation, il faut créer une classe moyenne. Le SMIC à combien? Actuellement, c'est à 70 000 francs CFA. Vous, président? Ah, si je suis président? Oui. Ah, désolé, je vais emmener le SMIC à 150 000 francs CFA. En 2026, le Congo s'apprête à vivre une nouvelle élection présidentielle sous haute tension. Face au pouvoir en place, une nouvelle génération d'opposants tente de s'imposer avec un discours radical, assumé sans détour. Dans cet entretien, Destin Gavé expose sa vision. Réforme de la justice, réduction du train de vie de l'État, hausse du SMIC, gratuité des urgences, restructuration de la SMPC et stratégie offensive autour du pétrole. Entre critique frontale du régime et propositions chiffrées, ce face-à-face révèle les lignes de fracture du débat politique congolais à l'approche de 2026. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien rater de l'actualité africaine. Ben, nous le ferons sortir par la fenêtre. Nous sommes prêts pour l'élection. Nous allons y aller. L'état du pays, le devoir républicain, la responsabilité politicienne nous oblige aujourd'hui à être candidats. On ne peut pas avoir d'excuses. Quand un peuple souffre, on ne l'assiste pas. On intervient, on agit. Et nous sommes prêts à agir pour que ce pouvoir dégage au soir du 15 mars 2026. Nous ne pouvons pas dire aujourd'hui que toutes les conditions sont réunies. Parce que nous avons toujours ce problème de la Commission nationale électorale indépendante. Nous avons le corps électoral qui n'est pas connu aujourd'hui. Nous avons l'administration qui est toujours prise en otage par le PCT durant les élections. Mais cela ne peut pas nous empêcher d'aller à l'élection. Depuis 1992, quelle est l'élection où nous avons vu les conditions réellement être réunies? Ceux qui boycottent l'élection aujourd'hui, ceux qui ne veulent pas y aller parce que les conditions ne sont pas réunies, ce sont les mêmes qui ont participé aux précédentes élections. Il faut qu'on évite de souffler le chaud et le froid. Les conditions ne sont pas réunies, mais ce n'est pas une excuse de ne pas y aller. Quand est-ce que les conditions seront réunies? Les gens appellent au dialogue depuis combien d'années? Le pouvoir a toujours fait preuve de surdité. Est-ce que Destin Gavé doit croiser les bras parce que Denis Sassou Nguesso ne veut pas convoquer un dialogue? Est-ce que je dois assister mon peuple dans une situation irrémédiablement compromise parce que j'attends le dialogue de M. Sassou? Non. Peu importe les conditions que nous avons aujourd'hui, nous allons y aller parce que la volonté du peuple peut faire tomber toutes les mauvaises conditions d'organisation d'une élection. Pourquoi le PCT gagne facilement? Mais pour que le PCT gagne, il faut que le PCT triche. Mais ce qu'il faut faire, c'est stopper la tricherie du PCT. Monsieur Carlyle, il ne faudrait pas que les acteurs politiques de l'opposition se cachent derrière parfois des prétextes. Depuis 1992, toutes les élections que nous avons eues, aucun candidat de l'opposition n'a pu placer les délégués dans les 6 000 bureaux de vote que nous avons aujourd'hui. Et nous, le mouvement républicain, nous sommes en train de travailler là-dessus. Nous avons déjà 4 000 délégués recensés, entretenus. Le but, c'est d'arriver jusqu'à 6 620 délégués. Pourquoi? Une fois que vous avez des délégués dans tous les bureaux de vote, ça veut dire que, M. Carlyle, lorsqu'on dit que les bureaux de vote sont fermés, vous avez les résultats avec vous. Parce que la loi électorale, l'article 97, dit ceci, le dépouillement est public. Donc ce que nous voulons dire ici, c'est quoi? Si nous avons nos délégués dans les bureaux de vote, à quel moment le PCT va tricher? Parce que le PCT triche dans des bureaux de vote où il n'y a pas les représentants de l'opposition. C'est ce qu'on appelle le bourrage des urnes. Mais si le matin, vos délégués sont là dès 7 heures, les urnes sont libres, ils contrôlent le déroulement du scrutin, à la fin, comment est-ce qu'on peut proclamer vainqueur celui qui a été battu? Nous nous contenterons des résultats que nos délégués vont nous donner. Et si les résultats de nos délégués disent que nous avons échoué, nous l'assumerons. Mais si les résultats de nos délégués disent que nous avons gagné, c'est là où nous allons revendiquer notre victoire par tous les moyens légitimes. Voilà la réponse que je pouvais apporter là-dessus. Mon parcours politique, il est tout simple. Suite à tout ce que nous constatons dans notre pays, les inégalités sociales surtout, je suis un partisan, je ne supporte pas l'injustice. Pour moi, une injustice, c'est quelque chose qui me touche jusqu'au fond de mon âme. Voyant la réalité de notre pays, toutes ces années écoulées, en 2017, j'ai regroupé un certain nombre d'amis. Nous avons décidé donc de créer le mouvement républicain. Et ça nous a pris les cheveux de la tête pour avoir la reconnaissance juridique, donc je veux dire ici le récépissé.
Nous avons sillonné tout le pays. Sauf fausse modestie, je suis l'un des rares acteurs politiques à avoir fait toutes les capitales départementales de notre pays, à installer le parti, à prendre le pouls, à écouter les populations. Et en 2021, j'ai failli être candidat. D'ailleurs, j'avais fait une déclaration de candidature, mais j'étais bloqué par une disposition de notre Constitution, notamment l'article 66, qui disait que pour être candidat, il fallait avoir 30 ans révolus. Or, les 30 ans révolus, j'allais les avoir le 10 mars 2021. Du coup, j'ai choisi d'accompagner le feu président Guy Brice Parfait Kolela. À cette époque, le mouvement républicain n'avait pas son récépissé. Je me rappelle, j'étais à Pointe-Noire, j'ai reçu un coup de fil et quelqu'un m'a dit, le président Kolela veut vous rencontrer. Et il a dit, on vous envoie l'argent du billet. J'ai dit, non, je paye mon billet seul. J'ai pris l'avion de Pointe-Noire parce que je résidais à l'époque à Pointe-Noire. Je suis arrivé à Brazzaville, j'ai quitté de l'aéroport directement de chez lui. Il était en pleine réunion du bureau politique de son parti. Il a suspendu la réunion. Il a dit, je dois recevoir le président Gavé. Quand le président Guy Brice Parfait Kolela m'a vu, il est venu tomber dans mes bras et il m'a dit, quand je vous suis, vous me rappelez le président Pascal Lissouba. Et il m'a présenté le contexte de l'élection. Il dit, moi j'ai signé un accord avec ton frère Yombi. Je voulais aussi que je signe un accord avec toi pour que nous puissions constituer le socle de l'unité nationale. Et nous nous sommes mis dans la campagne. Dès les 2 premiers jours de campagne, il a vu mon potentiel. Il a appelé son directeur national de campagne. Il a dit, préparez-moi une note. Je fais de Gavé mon représentant personnel dans 3 départements de la partie sud du pays, Niari, Bouenzal et Koumou. Et pour votre information, à Mosenjo, ma ville natale, le président Sassou a été battu là-bas en 2021. J'ai coordonné cette campagne. Il a pratiquement fait le même jeu à Dolisie avec le candidat Kolela. Donc, c'est fort de cette expérience électorale que je me suis donc forgé une carapace politique. Et depuis que le président Kolela est mort en 2021, je suis venu ici en France. Beaucoup m'ont proposé l'asile politique. J'ai refusé. J'ai dit, je rentre chez moi. J'ai un peuple qui souffre. Je ne peux pas, à la première occasion, arriver en France et fuir. Je repars mener le combat sur place. Et depuis 2021 aujourd'hui, je mène le combat que vous connaissez. Et après avoir recueilli les avis de mon peuple, après avoir écouté tout le monde, j'ai décidé donc de proposer aux Congolais le changement vers un Congo prospère. C'est le projet de société que nous allons présenter en 2026 lors de l'élection. Je suis dans la logique du président Trump. Le Congo a 2 milliards de réserves de barils de pétrole. Nous allons forer et forer. Le but de forer... Vous ne faites donc pas partie de ceux qui vont miser sur la forêt, par exemple, du Congo, pour respecter la biodiversité, évitons l'utopie, madame. Vous ne pensez pas pouvoir développer le pays par ses ressources naturelles-là? Non, vous ne le pensez pas. C'est Mme Soudan qui sera... Évitez l'utopie, madame. Les grands pays qui détruisent aujourd'hui l'atmosphère, ce ne sont pas les pays africains. Le Congo n'est même pas un pays industrialisé. Qu'est-ce que nous gaspillons? Ce que je veux vous dire, madame, beaucoup parlent de la diversification de l'économie. Mais on diversifie quoi? L'économie. Mais pour diversifier, il faut avoir le cash. Moi, je dis, c'est ma politique. On va forer. On va accentuer, accroître. Nous avons parlé de la réduction drastique du train de vie de l'État. Aujourd'hui, nous constatons que nous avons une Assemblée nationale pléthorique, un Sénat que nous allons supprimer parce que ça joue quasiment le même rôle que l'Assemblée nationale. Nous partirons sur des principes de la démographie, 100 000 habitants pour un député. Nous avons 6 millions d'habitants aujourd'hui, nous aurons une Assemblée nationale de 60 députés. Ajoutez à cela 5 députés de la diaspora. Ça fait que nous aurons des économies parce que nous passons d'une Assemblée nationale de 153 députés à 65. À côté, nous allons diminuer la taille du gouvernement. Pour un pays de 6 millions d'habitants, vous n'avez pas besoin d'avoir 38 ministres. Nous aurons 15 ministres, 10 secrétaires d'État. Une fois que nous allons réduire le train de vie de l'État, mais il faut rationaliser les dépenses publiques, madame. On a le SMIC, c'était à 50 000, c'est passé à 70 000. Madame, qu'est-ce que vous allez faire avec 70 000 de francs CFA? Vous êtes incapable de nourrir même un seul enfant. Donc il faut la création des richesses, il faut la transformation, il faut créer une classe moyenne. Le SMIC à combien? Actuellement, c'est à 70 000 francs CFA. Vous, président,
Si je suis président, oui. Désolé, je vais emmener le SMIC à 150 000 francs CFA. Donc, un étudiant qui satisfait son bac à Ifondo doit faire 2000 km pour arriver à Brazzaville. Alors il faut construire une université. Nous avons prévu 4 dans un premier temps. Construire une université à Ifondo, construire une université à Owando pour permettre toute cette zone cuvette ouest, cuvette et même des nouveaux départements Dieu l'Infini, les plateaux, réhabiliter complètement l'université Marien Ngouabi, construire une université à Pointe-Noire, ça nous fait déjà 3. Et construire une université. En cours, me semble-t-il, à Pointe-Noire. Non, ça c'est une université catholique, c'est privé. Je crois que la première pierre avait été, me semble-t-il. Oui, mais nous connaissons. Nous allons prendre. Marien Ngouabi va être réhabilité par la SNPC. Non, mais nous prenons le pouvoir dans 2 mois. Donc, très bien. C'est promesse. La SNPC a pris l'engagement de réhabiliter l'université Marien Ngouabi. Nous le ferons peut-être pas la SNPC parce que ce n'est pas de la responsabilité de la SNPC en tant que telle. Mais si on parle d'une responsabilité sociétale, c'est un moyen de détournement des fonds. Parce que pour une société qui vend le pétrole à 1000 milliards, de la responsabilité sociétale, vous avez à peu près 10%. Et cette société, avec 100 milliards, ils vont vous montrer de construire une école là à gauche. On peut saluer ça quand même ou pas? Oui, on peut saluer, mais la façon de faire, comme je l'ai dit, c'est un moyen de détournement des fonds publics, de blanchiment des capitaux. C'est fait, ça soulage. Mais une fois que nous arrivons au pouvoir, il faut restructurer cette compagnie ou la dissoudre complètement pour créer une nouvelle avec des objectifs précis. Parce que, Maître Ben, le problème c'est quoi? C'est que ce que les gens n'arrivent pas à comprendre, c'est que la SNPC n'a pas été créée uniquement pour vendre le pétrole. Ça, c'est un objectif secondaire. L'objectif principal, c'était faire comme la Sonangol, être une compagnie performante, capable de produire comme la SNPC produit aujourd'hui. Je suis cadre du ministère des Hydrocarbures. Vous n'allez rien trouver. Parce que les gens se sont habitués à la facilité, à aller vendre le pétrole, avoir 15% dans tous les permis, et ça fait que les gens deviennent des multimilliardaires, et c'est eux qui ont le droit de vie et de mort. Ils peuvent demander à quelqu'un de se mettre à genoux, ils peuvent financer des jeunes pour chanter les louanges de Sassou Nguesso toute la journée. Ça devient aujourd'hui le droit de la SNPC. Je suis très peiné de constater que le président de la République est président comment est-ce qu'on appelle ça, le Conseil supérieur de la magistrature. Je pense que ça, c'est un principe qui nous empêche aujourd'hui d'aller vers une véritable séparation des pouvoirs. J'arrive président de la République, une fois que je suis élu, le président de la République ne siège plus au Conseil supérieur de la magistrature. Son ministre de la Justice, qui est vice-président aussi, est écarté. Au-delà de ça, ça nous permet de créer une véritable séparation de pouvoir, parce qu'aujourd'hui au Congo, un ministre peut appeler un magistrat, le blâmer comme un enfant, et ce dernier peut se mettre à pleurer. À côté de cela, comme nous allons restaurer la justice, qu'est-ce que nous allons faire? Il faut informatiser notre système de justice. Aujourd'hui, Gavé peut tuer à Kakamweka, il est condamné 6 mois, il va à Pointe-Noire, on lui fait délivrer un casier judiciaire vierge. Il faut construire des prisons. J'ai été très peiné, j'ai fait 1 semaine à la maison d'arrêt de Dolisie, j'avais mal. J'ai fait 1 semaine dans les mains de la CID à Pointe-Noire, j'avais mal parce que je pouvais voir 20 à 25 Congolais dans une cellule, où ils pouvaient faire les besoins dans cette cellule. C'était pitoyable. Et donc il faut construire des prisons parce que la maison d'arrêt de Brazzaville, laissée depuis 1956, est devenue surpeuplée aujourd'hui. Et j'ai même la peine pour le général Jean-Marie Michel Mokoko qui a 78 ans aujourd'hui. Dans ces conditions-là, c'est pitoyable. Donc il faut reformer la justice, il faut construire des palais de justice, il faut améliorer les conditions de travail à l'intérieur du pays parce que beaucoup de magistrats refusent d'aller à des affectations parce qu'il n'y a pas de conditions. Une fois que nous réglons ces choses, vous allez voir que, Monsieur Ben, le pays va décoller. En termes de mesures, vous savez, au Congo, les gens ont du mal à se marier. Pourquoi les gens ont du mal à se marier? Parce qu'il y a le poids de la dot. Alors nous avons dit ceci, nous allons plafonner le poids de la dot. Dépenses. 50 000 aujourd'hui. Oui, mais 50 000 de façon farfelue. Selon le code de la famille. C'est du mensonge. Personne n'obéit à cela. En dehors de ça, ce sont surtout des présents qui coûtent cher. Nous avons prévu le plafonnement à 1 million, présents cash à 1 million. Et il y aura des huissiers qui seront là à suivre de façon concrète. Et à côté, nous avons prévu une prime de mariage de 200 000 francs CFA. Un couple congolais qui se marie. Vous avez 200 000 francs pour commencer votre vie. Bien. À côté, 25 000 francs CFA pour chaque enfant né. Parce que pour moi, la démographie est une source de développement. Nous sommes 6 millions d'habitants. Il faut accroître la population. Nous avons 342 000 km². Donc, une femme congolaise qui donne naissance, elle a 20 000 à côté. Et un soutien permanent aux mères célibataires. Parce que nous avons aujourd'hui des femmes qui souffrent, qui s'adonnent à la prostitution. Parce qu'elles ont des charges. Et donc,
rétablir, ça il ne faut pas oublier, je vais terminer par là, pour les fonctionnaires. On a bloqué les allocations familiales jusqu'à aujourd'hui. Et ça devient pénible pour notre peuple. Il faut ouvrir les allocations. Parce qu'aujourd'hui, que vous ayez 10 enfants, 5 enfants, la fonction publique, rien n'est pris en compte. Et les IRPP aujourd'hui qui évacuent quasiment tous les salaires. Donc une fois que c'est fait, je pense que les Congolais vont retrouver le sourire et nous allons reconstruire notre pays. Comme nous l'avons dit, le changement vers un Congo prospère. Merci beaucoup, Président. Pour poursuivre, j'invite les Congolais à se procurer votre ouvrage, Changement vers un Congo prospère, édité aux éditions Baudelaire. Merci Maître Ben Luther, merci à Jemima, merci à Romain Clicquot-Demenc à la réalisation. Et on poursuit, sur nos autres, je vais y arriver, c'est notre série d'entretiens consacrée à l'opposition congolaise. Bonsoir chez vous.